Bonjour, aujourd'hui nous allons travailler sur l'écosystème d'un bassin d'aération et comprendre la dépollution d'une eau par des micro-organismes. Donc on va commencer par le principe d'une station d'épuration. Donc le principe c'est que vous avez un effluent d'entrée qui arrive avec une certaine charge en pollution, charge azotée, charge phosphorée, de la matière organique. Alors cette matière organique, on va la découper en deux indicateurs, ce qu'on appellera la DCO, c'est-à-dire c'est l'ensemble de la matière organique oxydable, et puis la DBO5, qui est en fait la matière organique biodégradable. Alors cette matière organique biodégradable sera prise en charge par des micro-organismes pour leur métabolisme au final. Alors, notre eau va d'abord être débarrassée au niveau du dégrillage et du dessablage d'un ensemble de particules grosses et petites. On va enlever les graisses au niveau du dégraisseur. Et puis, dans le bassin d'aération, on va avoir ce qu'on appelle des boues. C'est-à-dire qu'en fait, ce sont des micro-organismes qui sont organisés en écosystème et qui vont permettre de dégrader les différentes pollutions. Ensuite, l'eau va aller dans un clarificateur au niveau duquel on va séparer l'eau des boues. Donc les boues vont au final décanter et seule l'eau qui aura été traitée va ressortir et être rejetée dans le milieu naturel. Ici, il s'agit d'une rivière. Bien sûr, ce qui est rejeté dans le milieu naturel doit respecter des seuils que l'on trouve au niveau de la réglementation et notamment d'un arrêté préfectoral. Si on est sous le seuil, il n'y aura pas de risque concernant l'équilibre de l'écosystème. Alors au département HSE du Thé de Lorient, on a un petit pilote qui va mimer en fait ces stations d'épuration. Donc on a un effluent à traiter dans lequel on a de la matière organique, de l'azote, donc avec une certaine DCO et une certaine DBO5. Donc la DBO5, je le redis, c'est la matière organique biodégradable. Dans le bassin d'aération, on va avoir des micro-organismes qui vont euh, dépolluer notre eau en utilisant cette matière organique, cet azote, le phosphore qui peut s'y trouver aussi pour leur propre métabolisme. Donc on va avoir une multiplication des boues. En sortie de ce bassin d'aération, l'eau va aller dans un décanteur. Ce décanteur va permettre de séparer l'eau des boues qui auront suivi l'eau en surverse. Et donc seule l'eau qui aura été traitée ressortira de ce décanteur. Les boues, quant à elles, auront décanté et seront soit purgées, soit recyclées pour réensemencer le bassin d'aération. Quand on regarde les boues au microscope, on s'aperçoit qu'on a ce genre de représentation avec des particules regroupées qu'on appelle les flocs bactériens. Et si on va regarder, si on fait un zoom sur ces flocs, on s'aperçoit qu'il y a toute une partie qui concerne au final la présence de bactéries en train de digérer de la matière organique, de l'azote, du phosphore de notre bassin d'aération. Et puis on s'aperçoit qu'il y a des organismes beaucoup plus gros, par exemple ici des protozoaires, ici un métazoaire, qui vont eux aussi jouer un rôle dans cet écosystème. Donc on a un écosystème bien organisé avec ici la matière organique représentée par l'indicateur de DBO5. Cette matière organique va être absorbée et métabolisée par des bactéries, par des protozoaires. On constate qu'il y a des protozoaires qui vont eux manger des bactéries, des protozoaires qui vont manger des protozoaires, des métazoaires qui vont manger des protozoaires ou des métazoaires. Bref, on a un véritable écosystème, donc une chaîne trophique des boues activées. Donc dans notre bassin d'aération, on a des nutriments, on a des conditions physico-chimiques convenables qui permettent aux micro-organismes de se développer. Alors regardons un petit peu ce qui se passe théoriquement en termes de croissance des bactéries. Lorsque l'on met des bactéries dans un milieu fermé, donc sans renouvellement, avec tous les éléments nutritifs qu'il faut, et puis de bonnes conditions physico-chimiques. Donc en abscisse, on a le temps, en ordonnée, on a le logarithme des cellules viables, du nombre de cellules viables. Donc on s'aperçoit que cette évolution de la masse de micro-organismes rapportée au temps va suivre ce genre de courbe. D'abord, on a une phase de latence. Ensuite, on a une phase exponentielle qui s'explique par le fait suivant, c'est que une bactérie, lorsqu'elle se divise, elle va se diviser en deux. On dit qu'elle fait une division par scissiparité.
Et donc cette division par scissiparité, elle se reproduit de génération en génération. Donc à chaque population, on double la quantité de bactéries. Donc on est bien sur une phase exponentielle. Donc ici, c'est une phase où les bactéries ont tout ce qu'il faut en nutriments. Et puis à un moment, les nutriments commencent à manquer. Et donc on va rentrer en phase stationnaire et on va avoir au final, comme on a un métabolisme assez important de ces bactéries, eh bien elles vont rejeter aussi des déchets. Par exemple des acides qui peuvent totalement modifier les conditions physico-chimiques et entraîner une phase de mortalité. Alors dans les stations d'épuration, on va avoir des conditions précises où on va essayer au contraire de maintenir nos micro-organismes en vie et en phase de multiplication. Donc on va favoriser qui dans ces stations d'épuration? On va favoriser des micro-organismes qu'on appellera mésophiles qui aiment les températures moyennes. Et on va favoriser aussi des micro-organismes qu'on appelle neutrophiles qui aiment des pH plutôt neutres. Donc une station d'épuration va être définie au final par des conditions physico-chimiques et puis par des éléments nutritifs qui permettront aux organismes de se multiplier. Si l'on représente la station d'épuration sur ce schéma-là, on a en rouge l'eau entrante, donc l'effluent entrant qui a une certaine pollution, donc une charge entrante. En orange, le bassin d'aération dans lequel on va avoir notre écosystème microbien qui va métaboliser les pollutions de notre effluent entrant. Et puis en vert, on a en sortie une eau qui a été dépolluée. Cette eau va être rejetée dans un écosystème aquatique en respectant des seuils réglementaires que l'on trouve dans notre arrêté préfectoral. Bien sûr, comme on a un métabolisme assez important, nos micro-organismes vont se multiplier et donc on va avoir les boues qui vont augmenter en volume. Et donc ces boues deviennent un déchet, mais en fait c'est un déchet qui a un certain nombre de débouchés potentiels en fonction du type de boue. On peut en faire par exemple de l'amendement des sols, on peut aussi tout à fait en faire des galettes sèches pour faire de la chaleur. Alors dans un arrêté préfectoral, on retrouve un ensemble de paramètres au niveau desquels on va nous donner des seuils qu'il faudra respecter. Alors l'un des paramètres, ce sont les matières en suspension, les MES, qui ont pour unité des milligrammes par litre. En fait, c'est une quantité de particules dans un litre. Et donc, si l'on rejette trop de particules dans un milieu naturel, eh bien on va modifier la turbidité, c'est-à-dire la transparence de l'eau, et donc on risque de modifier l'équilibre de l'écosystème par ombrage. On avait vu un peu cette histoire d'ombrage, mais pour une autre raison ici, lorsqu'on avait travaillé sur les écosystèmes avec les cyanobactéries. Deuxième paramètre qui va être pour lequel on va avoir un seuil, ça va être la matière organique, notamment la DCO et la DBO5. L'unité, vous constatez que ce sont des milligrammes d'oxygène par litre. Milligrammes d'oxygène, puisque chaque fois qu'on a de la matière organique, de manière physico-chimique et de manière biologique, on va oxyder cette matière organique. Donc en fait, on va utiliser de l'oxygène. Cet oxygène du milieu dans lequel on a rejeté notre eau, eh bien, ne sera plus disponible pour les poissons, pour tous les organismes qui ont besoin d'oxygène. Et donc, plus les organismes vont être dépendants de cet oxygène, plus ils seront touchés par ce type de pollution en matière organique. Donc retenez bien des milligrammes d'oxygène par litre, ce qui correspond en fait à une quantité d'oxygène nécessaire pour dégrader cette matière organique. Ensuite, on va trouver différents seuils, des seuils pour l'azote, des seuils pour le phosphore, et puis des seuils concernant les facteurs physico-chimiques. Donc si je résume, vous avez une station d'épuration avec une charge polluante en entrée, avec de la matière organique, du phosphore, de l'azote, et puis il y a un certain débit d'entrée. On a un bassin d'aération. Dans ce bassin d'aération, on va avoir nos micro-organismes qui vont dégrader la pollution pour se multiplier. En sortie, on aura donc une eau qui sera avec une plus faible charge en azote, en phosphore et en matière organique. Elle sera rejetée dans un écosystème, et si on respecte les seuils de l'arrêté préfectoral, il n'y aura pas de souci pour cet écosystème. Par contre, si ces seuils de l'arrêté préfectoral ne sont pas respectés, eh bien, il y a un risque de déséquilibre pour l'écosystème.
L'exemple que j'ai pris, si on rejette beaucoup de matière organique, ça veut dire qu'on aura une DCO élevée et donc moins d'oxygène disponible pour les organismes de l'écosystème, puisque cet oxygène sera utilisé pour oxyder la matière organique. Alors, on a des chiffrages qui nous permettent de savoir si un effluent est facilement biodégradable ou pas. Si on fait le rapport DCO sur DBO5 et qu'il est inférieur à 2, alors on considère que c'est un effluent facilement biodégradable. Vous retiendrez ce chiffre. Si on est au-dessus de 3, on va considérer que c'est un effluent qui est peu biodégradable. Bilan, on a un traitement biologique d'une eau qui se fait au final à l'aide d'un écosystème, un écosystème qui va permettre de dégrader la pollution en consommant cette pollution, donc que ce soit la pollution azotée, phosphorée ou matière organique. Donc en fait, ces écosystèmes fonctionnent selon des cycles que vous connaissez maintenant, le cycle de l'azote et le cycle du carbone, ainsi que le cycle du phosphore, mais celui-là on n'en a pas parlé. Ça permet donc d'abaisser la charge polluante de notre eau et de rejeter cette eau dans un écosystème aquatique en respectant des seuils fixés par un arrêté préfectoral. Une partie de la pollution existe toujours en sortie, mais c'est une partie de pollution qui va être absorbable par notre milieu naturel sans modification de son équilibre. Alors ce même principe de dépollution par des micro-organismes, on en reparlera plus tard, mais il existe aussi pour tout ce qui va être sol, air ou formation de compost par exemple. Dernier point que l'on va voir sur ce support, c'est la méthanisation, qui est un très bon exemple de valorisation de déchets par des micro-organismes. La méthanisation, c'est la valorisation de déchets d'origine animale ou végétale, donc de matière organique, que l'on va entrer dans un bioréacteur dans lequel se situent des micro-organismes. Ces micro-organismes vont consommer cette pollution et vont libérer en contrepartie du biogaz. Ce biogaz va permettre de fournir de la chaleur ou de l'électricité. Et puis on a aussi donc toute une partie des micro-organismes qui vont se multiplier et qui vont former au final avec les produits qu'ils produisent aussi, ce qu'on appelle un digestat qui va être un substitut d'engrais, donc ça permettra de faire de l'amendement des sols. Qu'est-ce qui s'est passé dans ce réacteur? Vous avez des macromolécules, donc notre matière organique. Cette matière organique va être au final dégradée. Dégradée, elle va fournir des acides. On a ici ce qu'on appelle la première phase de notre méthanisation qui est l'acidogénèse. Cette phase est faite avec des bactéries qu'on appellera acidogènes. Ensuite, on a une deuxième phase, la phase d'acétogénèse. Cette phase d'acétogénèse transforme nos acides en acétate et en CO2. Donc voici notre deuxième phase, elle est faite aussi par des bactéries qu'on appellera des bactéries acétogènes. Et puis la troisième phase, ça va être faire notre méthane. Et donc voici notre méthane ici et là, qui est fait par la phase de méthanogénèse. Donc notre fermentation qui se passe dans notre réacteur se fait en 3 phases, à chaque fois par des micro-organismes différents. Première phase, on a dit donc l'acidogénèse, on forme des acides, donc c'est fait par des bactéries acidogènes. Deuxième phase, on a dit on forme des acétates et du CO2 et c'est fait par des bactéries qu'on appellera acétogènes, donc c'est l'acétogénèse. Et troisième phase, on forme du CH4, donc ça sera la méthanogénèse et c'est fait par différents types de bactéries méthanogènes. 1 mètre cube de méthane produit, eh bien, c'est à peu près l'équivalent de plus d'1 litre d'essence, de presque 1 mètre cube de gaz naturel, de 9,7 kWh d'électricité, de presque 2 kg de bois, etc., etc. Donc vous apercevez que ce qui était déchets initialement, nos déchets animaux ou nos déchets végétaux, par exemple le lisier de porc, eh bien, au lieu d'être au contact avec le sol et de risquer de polluer les sols et de polluer l'eau, on arrive à en ressortir un composé, le méthane, qui sera un composé ici qui nous donnera soit de la chaleur, soit de l'électricité. Alors attention, ce méthane fait partie du cycle court du carbone, c'est pour ça qu'il ne pose pas les mêmes problèmes que le méthane du cycle long. Allez, je vous souhaite une très bonne journée ou très bonne soirée, à très bientôt pour poursuivre ce sujet.